Bonjour et bienvenue au domaine viticole belge de Valkenvleugh. Nous sommes ici pour vous découvrir le nouveau millésime d'Audi, une voiture 100% électrique, l'Audi e-tron GT. Est-ce que Tesla a du mouron à se faire? Vous pouvez retrouver l'essai de l'Audi e-tron GT et plein d'autres informations automobiles sur le Moniteur Automobile, ainsi que sur le site moniteurautomobile.be. Et maintenant, nous allons retrouver Cédric pour nous présenter cette berline électrique. Cédric? Bonjour Olivier. Alors on peut dire que c'est une voiture racée, l'Audi e-tron GT. Oui, racée, tu vois, elle a un look, elle a une belle prestance sur la route, ça c'est sûr. 5 mètres de long dans l'encombrement, donc c'est l'encombrement d'une A7 Sportback. C'est aussi l'encombrement d'une Tesla Model S, tu vois, sa principale concurrente, et d'une Porsche Taycan, forcément, avec laquelle elle partage beaucoup de composants techniques, il faut pas le cacher. Après, tu vois, ils sont parvenus à faire un look qui est quand même assez différent. Vraiment une voiture qui a un autre style. D'autres personnalités. Moins futuriste, c'est un petit peu plus traditionnel, on va dire. Mais moi, je trouve que la voiture a vraiment beaucoup de gueule, hein, on est d'accord. Beaucoup d'aérodynamisme aussi, parce que, comme tu le sais, sur les voitures électriques, l'aérodynamisme est important. Moins tu as de résistance à l'air, moins tu consommes. C'est particulièrement important ici. Il y a, par exemple, ici dans la calandre, tu as des flaps ici qui sont actifs, qui se baissent, donc qui verrouillent la calandre. Une fois que tu n'as pas besoin de refroidissement pour les roues, la calandre est verrouillée, il y a moins de pénétration d'air, la voiture a moins de résistance à l'avancement et elle consomme moins. Ça, c'est une des choses que tu peux retrouver. Après, tu as plein d'appendices aérodynamiques. Ici, tu as les écopes. Des écopes qui te permettent d'extraire l'air chaud ici des roues avant. Et comme un peu sur pas mal d'Audi, tu as cette ligne qui n'est pas du tout entachée par aucun spoiler, parce que le spoiler, il est ici à l'intérieur. Il sort uniquement quand c'est nécessaire. À 90 km/h, tu as un premier cran de spoiler, et puis tu as un deuxième cran de spoiler à 170 km/h. C'est pas pour chez nous, ça? C'est pas pour chez nous, malheureusement, ou en tout cas pas sur route ouverte, ça c'est sûr. Et on voit qu'il n'y a pas de pot d'échappement parce que, on l'a déjà dit, c'est une voiture 100% électrique. Forcément, pas de pot d'échappement sur une voiture 100% électrique. Je peux encore te parler du châssis. Donc sur cette voiture, tu as deux moteurs, mais ça je t'expliquerai plus tard. Tu peux avoir 4 roues directrices. Donc tes roues arrière peuvent braquer dans le sens opposé des roues avant en dessous d'une certaine vitesse pour te donner plus de maniabilité en ville ou dans des environnements encombrés. Par contre, à haute vitesse, les roues vont braquer dans le même sens que les roues avant pour te donner plus de stabilité dans les changements de direction. Okay. Ça marche très très bien. C'est aussi forcément sur le Porsche Taycan. 4 roues motrices parce que tu auras un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Ce sera peut-être pas toujours le cas, mais ça, pour l'instant, Audi annonce d'office toujours 4 roues motrices. Il y a un système de différentiel particulier ou un système de suspension? Ouais, ici on est sur une version RS, donc c'est la version pointe, et tu as un différentiel arrière à vecteur de coupe, donc un différentiel arrière autobloquant, mais qui peut te renvoyer plus de couple sur une roue ou sur l'autre. Bon, je résume ici. Et ça te donne vraiment un châssis qui est plus dynamique en entrée de courbe, et tu as toujours une motricité top. Alors Cédric, qui dit voiture électrique dit batterie. Quelle est la capacité de cette batterie et quelle est l'autonomie envisageable avec cette voiture? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de pièces qui viennent du Taycan. La batterie vient du Taycan. C'est une batterie de 93 kWh qui est installée dans le plancher, comme sur le Taycan forcément, et avec laquelle l'Audi e-tron GT peut faire environ 480 km, ça dépend des versions. Donc tu es aux environs des 480 km, ce qui est pas mal comme autonomie. On peut la charger rapidement? Oui, tout à fait. Tu as deux prises de recharge. Ici, de ce côté-ci, tu as la prise domestique. Donc, tu peux recharger ici en courant alternatif. C'est la prise que tu vas typiquement utiliser chez toi. Chargeur embarqué 22 kW. Donc, avec ça, tu es sur une recharge d'environ 5 heures. À condition d'avoir un wallbox, parce que sur la prise de la cuisine, évidemment, oui, ça prendra tu seras beaucoup plus. Tu seras plus de l'ordre d'une journée, voire une journée et demie. De l'autre côté, sur l'autre aile, tu as la même prise, mais en courant continu, qui te permet de charger sur des bornes ultra rapides, type supercharger Ionity. Et là, tiens-toi bien, si tu peux charger à 270 kW, en 5 minutes, tu récupères 100 km d'autonomie. Il faut encore trouver la borne qui permette de le faire. Oui, c'est le rêve évidemment, et c'est ça le souci encore qui reste pour toutes les voitures électriques, c'est de trouver les bonnes bornes pour assurer la recharge rapide, et c'est en ça que Tesla reste très très fort. Cédric, on n'a pas ouvert le capot de l'Audi e-tron GT parce que comme pour toute voiture électrique, il n'y a pas grand-chose à voir au niveau du moteur. Mais qu'est-ce qui entraîne cette voiture?
2 moteurs électriques, comme sur le Porsche Taycan, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Audi prévoit 2 niveaux de puissance, e-tron GT normal à 480 chevaux, voire 530 pendant 2,5 secondes en boost, ou version e-tron GT RS, comme ici, 600 chevaux, 650 en overboost, et tout ça avec 800 Nm de couple dans le cas de la RS ici. Donc je peux te dire que ça envoie du lourd, tu verras tout à l'heure. Et alors ça envoie du lourd, mais aussi une particularité, c'est qu'il y a une boîte de vitesse qui n'est pas courant pour une voiture électrique. Pour ça, ouais, tu as une boîte de vitesse sur le moteur arrière qui fait que tu as une meilleure accélération au démarrage puisqu'elle est en première. Et puis après, elle passe la deuxième pour avoir de la vitesse à l'avancement. C'est donc une boîte à 2 rapports. Boîte à 2 rapports, exactement, que tu ne peux pas piloter. Tout se fait automatiquement, c'est pas toi qui gères, c'est la voiture qui gère tout elle-même. Eh bien, on retrouve un intérieur relativement classique, hein, Cédric. Ça ressemble pas à une voiture high-tech comme on a l'habitude de voir. Bah, c'est ce qui fait la différence, surtout avec une Tesla. C'est qu'une Tesla, c'est très très épuré. Tu as un écran central, tu as un petit volant, un demi-volant maintenant sur les nouvelles Tesla. Mais ici, voilà, tu retrouves un intérieur de berline, comme chez Audi, quoi, avec un design quand même un petit peu plus futuriste. Tu vois, les portes sont bien travaillées. Mais pour ce qui est des matériaux et de la finition, ça reste du Audi. Même si ici, tu retrouves des matériaux vegan, donc sans contenu animal, mais la qualité y est quand même, quoi. Tu vois, il y a une belle finition, une belle présentation. Donc on a des écrans forcément, mais on a aussi beaucoup de boutons, hein, donc c'est vraiment digital, hein, le digital, on est à l'ère du digital, donc tu en as là, écran haptique. Quand tu cliques dessus, tu as un petit retour. Je peux te parler des sièges aussi qui sont quand même bien. Tu es vraiment très bien maintenu dans les sièges. Bon, ici c'est les sièges de la version RS, donc très sportif, t'es bien maintenu, c'est confortable. Un petit détail, c'est que si tu te souviens sur les e-tron et e-tron Sportback, tu peux avoir les rétroviseurs caméra avec ici un petit écran. Bah, ici, tu vois que le design fait que ils n'ont pas pu placer cet écran, donc tu as des rétroviseurs classiques. Moi, ça me dérange pas parce que j'aime bien les classiques, mais c'est vrai qu'au niveau technologique, c'est peut-être un petit peu une espèce de retour en arrière, on va dire. Et au niveau des places arrière, parce que au niveau du toit, ça redescend quand même très fort. Est-ce qu'il y a du confort à l'arrière malgré tout? Ouais, t'as quand même du confort. Alors, ils annoncent ça comme une 5 places. C'est une 4 parce que tu peux le voir ici à l'arrière. Tu as 2 sièges un peu séparés. Tu as dans le tunnel central la batterie qui passe. La batterie, elle est ici en dessous de moi. Elle s'arrête juste derrière les dossiers de siège pour aménager des caves à pied pour les passagers arrière. Donc, c'est là que tu as un peu de confort. Par contre, elle continue ici en place centrale. Donc, c'est pour ça qu'elle est plus à considérer comme une 4 places que comme une 5 places, mais c'est une 4 places tout à fait confortable dans son segment. Ouais. Cédric, on dirait une 5 portes, mais c'est pas vraiment une hatchback. On dirait une 5 portes. Regarde, si je t'ouvre le coffre, tu vois que c'est quand même limité ici au niveau accès. Par contre, ça te dégage l'accès vers un coffre qui est quand même correct. 405 litres de contenance, c'est pas énorme au regard de l'encombrement. 5 mètres, je te rappelle, de la voiture. Mais bon, ça reste logeable pour 4 adultes. Et les câbles, d'habitude, ils sont sous le plancher. Pour une voiture électrique, il y a du rangement ici? Alors ici, tu as un tout petit rangement ici sous le plancher, mais pas de quoi mettre un câble, tu vois. Je les mets où alors? Alors les câbles, tu les mets dans le front trunk, comme disent les Anglais, qui est le coffre à l'avant. Je te montre ça tout de suite. Ok. Alors, pour l'ouvrir, c'est une manipulation un peu complexe. Tu vois, tu as un petit bouton ici. Hop. Ouais. Tu as un petit verrou ici, tu soulèves et ici, tu vois, tu as les 2 câbles de recharge. Donc ça, c'est pas mal fichu parce que tu as tout ton coffre et les câbles ici prennent la place. Et en plus, comme les trappes sont à l'avant, c'est logique aussi de mettre ça à l'avant. C'est hyper logique. Dis-moi Cédric, j'entends un petit sifflement à l'accélération. Est-ce que c'est un synthétiseur de bruit du moteur? Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Comme tu n'as pas de moteur thermique ici, Audi diffuse un petit son dans le système audio pour te donner une ambiance de conduite. Ça varie en fonction de la vitesse, ça varie en fonction du mode de conduite, confort, dynamique. Oui, voilà, c'est agréablement, je trouve. Oui, la tonalité va bien avec la vitesse à laquelle tu roules. Et alors, autre chose que j'ai remarqué, le confort à l'arrière, on est bien assis. Franchement, un très bon confort dans la voiture. Ouais, mais sur les dos d'âne. Tu as déjà un bon confort de châssis puisque tu as une suspension pneumatique ici, donc c'est un peu le top en termes de suspension. Tu as à la fois du confort, à la fois de la tenue en dynamique. Donc voilà, et tu vois, ça filtre vraiment pas mal, quoi. Tu as des grosses aspérités ici, on les sent quasi pas. Donc voilà, en ce sens, je pense que la voiture ici, la e-tron GT, est un petit peu plus confortable que le Taycan.
Okay. Et au niveau de l'accélération et du dynamisme, c'est comme avec la Porsche? Ouais, t'es presque dans le même niveau. T'es un petit peu en dessous parce qu'elle est un petit peu moins puissante. Bon, tu restes dans une voiture de 600 chevaux. Moi, je trouve déjà que pour une voiture de 600 chevaux, t'as quelque chose de très docile, très facile à conduire au quotidien. Tu vois, ici, on est à 50 km/h. Ça roule tranquillement. C'est pas quelque chose qui t'incite à rouler vraiment vite. Par contre, une fois que tu mets le pied dedans, ça part très très fort et très vite. On tu vois. donc, tu sens que voilà, t'as vraiment une voiture très très sportive. Voilà, 0 à 100 en moins de 3 secondes. Donc voilà, c'est quelque chose de très très dynamique. Après, au niveau du châssis, je peux te dire que c'est aussi très dynamique. Bon, tu as toujours le poids de la voiture. La voiture fait 2 tonnes 3, donc même si tu as le toit en carbone dont on a parlé tout à l'heure, 2 tonnes 3 moins 12 kilos, ça fait quand même toujours près de 2 tonnes 3. Donc la voiture reste lourde, mais comme tout le poids est en bas de la voiture, et que tu as une belle répartition des masses, tu n'as pas vraiment de poids plus à l'avant qu'à l'arrière, tu es aux environs des 50-50, tu as quelque chose d'assez dynamique, d'assez tranchant, très chouette à conduire en fait, très très chouette à conduire. Il n'y a pas trop de perte de vitesse quand on lâche la pédale d'accélérateur, il n'y a pas un freinage régénératif, une conduite? Si, d'office, hein, c'est une voiture électrique, donc tu as le freinage régénératif, par contre tu n'es pas dans un one pedal drive ici, tu peux gérer la régénération au freinage via les palettes au volant ici. Mais bon, tu laisses ça fonctionner normalement. Jusqu'à 0,3 G de force de ralentissement demandé, ce sont les moteurs électriques qui absorbent l'énergie, donc qui ralentissent la voiture. Après seulement, c'est le système de freinage qui intervient. Tu ne sens pas vraiment de point où le système intervient, donc c'est plutôt bien géré. Le plus gros frein, à mon sens, enfin le plus gros défaut de cette voiture, à mon sens, ça reste son poids quand tu l'utilises en dynamique, parce que 2 tonnes 3, il faut quand même toujours un peu de temps pour l'arrêter, c'est sûr. Cédric, on a parlé de la Porsche, on a parlé de la Tesla. Par rapport à ces deux-là, où se situe l'Audi au niveau du prix? Ben, à peu près entre les deux, j'ai envie de te dire. Donc la Tesla Model S, elle est en dessous de 100 000 euros si tu prends la version long range. Si tu prends la nouvelle version Plaid, alors là, tu es au-dessus. Mais en version long range, tu es en dessous de 100 000 euros. Ici, malheureusement, tu es un petit peu au-dessus. Pour cette version RS, tu es à 143 000 euros. Donc ça te fait déjà un budget. Tu te rapproches des Porsche Taycan Turbo S. Mais la l'e-tron GT normale, elle est à 103 000 euros. C'est environ 7 ou 8 000 euros de moins qu'un Taycan 4S. Donc là, ça commence à devenir un petit peu plus concurrentiel. Mais ça reste donc une voiture de luxe, hein. Donc comme beaucoup de berlines électriques actuellement, ça reste une voiture de luxe, hein. Effectivement, si tu regardes le strict encombrement puissance, une RS7, t'es beaucoup moins cher. Mais bon, ici, tu as la technologie électrique et voilà, ça se paye. Oui, et puis on peut peut-être récupérer un petit peu au niveau de la consommation, si on peut charger sa voiture à domicile par rapport à la RS7. Si tu peux la charger à domicile. Mais rappelle-toi que si tu la charges à domicile, ça va prendre plus de temps que sur un chargeur Ionity. Cédric, est-ce qu'on peut dire que Tesla a du souci à se faire face à cette nouvelle concurrente? Je ne sais pas si Tesla a du souci à se faire, mais en tout cas, c'est une vraie concurrente de la Tesla, ça c'est sûr, comme c'est une concurrente du Taycan. Par rapport à la Tesla, je dirais que Audi a une approche un petit peu plus traditionnelle de l'automobile. Tu le vois à l'intérieur, tu le vois dans les lignes, tu le vois dans la manière dont ça roule aussi. Ça reste une voiture assez dynamique, assez plaisante à conduire, je veux dire, mais dans le sens un peu mécanique du terme, bien que ce soit une électrique. Donc voilà, je ne te dirais pas que la Tesla Model S a du souci à se faire. C'est une concurrente, comme la Porsche Taycan. Il faut se rappeler aussi que la force de Tesla, c'est son réseau de recharge, de superchargers. Ici, l'Audi, elle est toujours dépendante du réseau classique et du réseau Ionity, même s'il se développe. On n'est toujours pas au niveau des superchargeurs Tesla. Donc voilà, c'est peut-être encore sa faiblesse aujourd'hui, malheureusement. Est-ce qu'il y aurait quand même une chance que des clients Tesla, premiers clients Tesla, retournent chez Audi parce qu'ils étaient clients Audi auparavant ou de marque allemande et qui retournent dans une marque allemande? Ça, je ne sais pas. C'est une question un peu marketing. Il faut demander aux gens de chez Audi. J'imagine que s'ils le font, c'est un peu pour récupérer ces clients partis justement à l'électrique. Après, voilà, si tu vois les dernières Tesla avec le volant coupé en deux, c'est complètement une autre approche, c'est complètement une autre voiture. Ici, tu es dans quelque chose, tu es dans une évolution d'une voiture classique et pas dans une révolution comme la Tesla. Mais voilà, ça reste une voiture très très convaincante à mon avis.
Merci Cédric pour toutes ces explications. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aller sur notre chaîne YouTube Moniteur Automobile. Vous trouverez également d'autres informations. À très bientôt.